Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Et ce matin, moi je suis en Côte d'Azur et j'ai la chance de recevoir donc du coup sur le podcast Caroline Angelini qui est conseillère médias et images, mais elle va vous en dire un petit peu plus dans l'interview. Salut Caroline. Salut Sébastien et puis merci beaucoup pour l'invitation. Je vais être ravie de partager ce moment avec toi et tes auditeurs. Bah écoute, moi je suis vraiment enchanté, comme je te le disais juste un petit peu avant de déclencher l'interview et l'enregistrement. Je suis ravi que tu puisses venir inspirer plein de gens, nous parler de ton parcours, nous parler de ton mental et du métier que tu fais avec passion. Comme je te disais, je te suis depuis un petit moment sur les réseaux sociaux et puis je suis toujours emballé à chaque fois que tu parles du sport au féminin et de tous les talents que tu as à manager en communication. Et merci beaucoup. Et du coup, si t'es OK, si t'as envie de te présenter un peu brièvement, ça serait super cool que tu nous parles un peu de toi. OK, je vais essayer quand même de synthétiser parce que je suis plus toujours je n'en suis plus à mes débuts de carrière malheureusement. Donc en fait, on va dire pour faire simple que je suis une communicante pur jus. J'ai un passé de DIRCOM de petite entre 15 et 20 ans. Alors plutôt dans le milieu public, parapublic, politique, mais j'ai toujours été, c'est un atavisme familial, une passionnée, une amoureuse du sport en général. Et depuis maintenant 7 ans où je vole totalement de mes propres ailes, donc je travaille toute seule, je me suis lancée et aujourd'hui ma mission est d'accompagner, de mettre en lumière, de gérer l'image, la communication, la médiatisation et des sportifs. Alors je dis des sportifs même si effectivement je suis fortement estampillée sport féminin et j'en suis absolument ravie. Ça n'exclut pas les garçons et j'ai aussi des garçons, des clients hommes de temps en temps, mais il se trouve qu'effectivement mes plus belles réussites aujourd'hui se conjuguent au féminin. Et donc je travaille avec des sportives en activité, donc qui préparent les Jeux de 24 et qui ont fait ceux de Tokyo et ceux de Rio pour certaines. Et puis j'accompagne aussi des athlètes post-carrière pour leur donner la possibilité de faire des interventions, des prestations dans les entreprises pour partager justement toute leur expérience extrêmement riche. Puis aussi certaines ont encore des besoins en relations publiques, relations presse. Et puis à côté de ça, je fais des missions ponctuelles auprès d'entreprises ou de sportifs qui peuvent avoir des besoins donc bien spécifiques, soit de relations médias, soit de conseils sur la façon de travailler avec des sportifs ou sur la gestion des teams d'athlètes. Enfin voilà, ce genre de choses. Voilà à peu près à quoi j'occupe avec beaucoup de bonheur mes journées. Bon, super. En tout cas, t'as accompagné un grand sportif que j'ai beaucoup admiré et qui a fait les grands jours du PSG, c'est Georges Weah. Ça, on parle toujours de ça, même si maintenant c'est une histoire qui est loin derrière moi, mais ça a été effectivement un moment de ma vie de transition entre mon ancien job de DIRCOM et le fait effectivement de bifurquer vers le sport. Il y a eu
une transition qui était donc à cheval sur le sport et la politique et qui s'est passée plutôt du côté de l'Afrique. Effectivement, avec George Weah, mais voilà, aujourd'hui c'est plus mon quotidien. Oui, bon après il y a Sarah ou Ramoun aussi que tu il y a eu après il y a eu après je veux dire, ça a été la première, c'est certainement la plus emblématique dans le sens où effectivement on a commencé toutes les deux à un moment où elle était pas tellement pressentie pour aller faire les Jeux de Rio puisqu'elle avait raté la qualif pour Londres, hein. Bon, ce qu'il faut savoir que Londres à l'époque c'était la première fois où la boxe féminine était invitée aux Jeux Olympiques. Sarah, qui était déjà championne du monde, qui avait tout gagné, contre toute attente, elle s'écroule sur le dernier combat, elle ne se qualifie pas. Et puis elle arrête, elle fait un enfant. Et puis fait ça, ce désir olympique était toujours au fond d'elle et ça l'a titillée et elle décide d'aller à Rio. Sauf que elle était plus forcément dans les petits papiers de la Fédé qui d'ailleurs a globalement un petit peu tout fait à l'époque pour qu'elle ne se qualifie pas. Et puis c'est dans cette période-là que je connaissais déjà un peu Sarah, on s'était croisés et où j'ai vu que elle poste un jour sur Facebook un post en disant qu'elle aimerait beaucoup se qualifier pour Rio et puis qu'elle cherche des soutiens, des partenaires, enfin bref. Et moi j'ai immédiatement été touchée par ce post et je me dis c'est génial, cette nana, c'est une super championne, en plus elle vient d'être maman et là en gros elle veut aller à Rio mais c'est trop beau et en gros je comprends que personne ne veut d'elle, justement moi du coup ça m'intéresse beaucoup, mais je partage le post avec un petit mot pour éventuellement l'aider à trouver des partenaires, mais sans arrière-pensée tellement, même sans aucune arrière-pensée. Et puis du coup Sarah, vu que j'ai partagé le post, elle m'a contactée, puis on a commencé à parler et c'est un moment elle m'a dit et si tu t'occupais de moi, et je lui dis en fait j'ai même pas réfléchi, je lui dis oui, mais sauf qu'il fallait que je prenne un statut, enfin bref donc je me suis lancée dans l'entrepreneuriat aussi grâce à elle et avec elle, et donc du coup c'est vrai qu'on est toujours aujourd'hui très liés parce que on a vécu une histoire commune et au départ ni moi ni elle, personne ne nous attendait, et puis à force d'obstination et de travail les choses se sont plutôt bien passées. Ouais, je rebondis sur tes deux mots, hein. Obstination, travail, de toute manière, c'est l'incontournable pour moi de la réussite, hein. Ça, il y a pas d'autres options. Après, on peut toujours dire que oui, certains ont un petit truc en plus, hein. Oui, forcément, il y a certainement ces petits grains de petites poussières de peps, de talent, de trucs que on n'est peut-être pas tous équipés de la même façon à la base, ça j'en sais rien, mais à mon avis ça pèse pour 5%, ça, et encore les 95% restants, c'est le travail, c'est la discipline, c'est l'obstination, mais au sens positif du terme, c'est-à-dire ne rien lâcher, avoir des objectifs et essayer de s'y tenir, et puis et aussi avoir beaucoup d'énergie, parce que pour arriver à mettre tout ça en place, faut déjà être en forme, être en bonne santé et avoir une belle source d'énergie, parce que sinon on fait pas grand-chose. T'as bien raison. Bon, ça nous promet là une belle interview là, avec on commence sur les chapeaux de roue. Alors avant de commencer de parler de ton mental, habituellement je fais un petit portrait chinois de mon invité. Si t'es d'accord, on y va. Allons-y. Alors c'est parti. Alors si tu étais une couleur, quelle couleur serais-tu et pourquoi? Alors je serais un joli violet, parce que c'est la couleur de la spiritualité. C'est aussi une couleur mélangée avec du bleu, du rose. Enfin voilà, c'est pas une couleur primaire. Et je trouve que c'est une couleur qui va finalement avec beaucoup de choses quand elle est dans de jolies déclinaisons. Donc je serais le violet. Ok. Si tu devais être un livre, lequel serais-tu?
Alors ça, c'est plus compliqué parce que donc avant mes études de com, je fais une maîtrise de lettres modernes, donc la littérature tient une place importante dans ma vie, mais je crois que s'il faut en mettre un au-dessus des autres, ce serait Belle du Seigneur. Ok, je connais pas. Je marquerai sur ma petite liste à chaque fois. Les invités me donnent des livres, des fois je les connais pas tous. Je te conseille la lecture. Ok. Je te conseille vraiment. Si tu devais être à un moment de la journée, quel moment serais-tu? Ah, le matin, parce que le matin, c'est le moment de tous les possibles. C'est une merveille. Enfin, tous les jours, tout recommence et le matin, souvent, moi, je sais que j'ai plutôt une belle énergie parce que je me dis, oh là là, qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer aujourd'hui? Donc ouais, le matin. Si tu étais une qualité, laquelle serais-tu? La loyauté. Tu étais un objet, lequel serais-tu? Un objet, un sac à main. J'adore les sacs. Ok. Donc, je suppose que t'en as plein. Ouais, sac à main, j'aurais pu dire ou une paire de chaussures. Voilà, généralement, l'homme a pas sans l'autre, je crois, non? Voilà, je reconnais une addiction et je veux absolument pas faire de cure de désintox, c'est pas prévu. Non, mais c'est une belle paire de chaussures avec un beau sac à main, ça claque. Ah oui, voilà, c'est ça. Si tu devais être un pays, lequel serais-tu? Bah, la France. Je suis amoureuse de mon pays, je suis très patriotique, je pleure à la Marseillaise, donc travaillant dans le sport, je peux te dire que je pleure souvent du coup, mais ouais, non, je me faisais la réflexion l'autre jour que que ce que je crois et ce que j'espère, on a plusieurs vies et qu'on était réincarnés, je me dis que franchement, je voudrais encore être française dans ma vie future, même si effectivement tout n'est pas parfait, que il y a plein de choses, qui m'énervent et qui me fâchent et qui voilà. Mais globalement, j'adore être française. Allez, une petite dernière. Si tu étais un sport, lequel serais-tu? Ah. Ça, c'est piégeux comme question. C'est piégeux comme question parce que entre l'athlétisme, le hand, le ski que j'aime beaucoup, la boxe, bon, j'ai fait un peu, mais pas du tout au niveau de Sarah, de boxe française quand j'étais ado, mais je crois en revanche, et j'adore le foot et le rugby aussi, et enfin bref, je crois que j'adore tous les sports. Mais je crois que peut-être si je devais spontanément, le premier qui m'est venu, parce que je crois qu'il m'a tellement fait vibrer depuis quelques années, et on passe tellement par des ups, des downs, je crois que le handball occupe une grande partie dans mon cœur. Ouais, c'est un super sport. Ouais, et puis les valeurs, voilà, et c'est vrai que depuis, je travaille aussi avec Alison Pinault, j'ai vécu toutes les grandes épopées depuis 2017 et voilà, mais et après pour le coup l'athlétisme c'est tellement beau aussi. Par exemple, tu vois, le lancer du disque, je connaissais comme ça, comme tout le monde, mais pareil, avec Mélina, j'ai découvert des choses insoupçonnées. Moi, aujourd'hui, quand je vois les filles lancer le disque, pour moi, c'est des danseuses avec de la puissance. Pour moi, c'est un pas de danse, quoi. Ce geste-là, je trouve ça très beau. C'est voilà. Mais pour l'ambiance générale, pour les émotions multiples que j'ai vécues, et avec notamment Alison et puis Laura Glauser, même si elle n'était pas au dernier JO, il y a eu quand même, ça a fait 1 an là, il y a 3 jours qu'elles sont championnes olympiques. Ouais, le hand m'a donné une émotion particulière. Ok. Le hand, pour la petite histoire, en fait, moi j'ai commencé à jouer au tennis à Saint-Cyr-sur-Mer. Et dans ce club-là, en fait, je voyais régulièrement et des fois je faisais des doubles avec lui, avec Daniel Constantini. D'accord. Qui a lancé la vague un peu du hand français, finalement. Ouais, oui, il a même fait un peu plus que ça, mais oui, ça fait partie des... Il est dans le panthéon du hand français, c'est clair. Il y a un bon joueur de tennis.
en plus du fait qu'il coach bien au handball. Alors, le petit portrait chinois est terminé, on va enchaîner, on va parler de mental, et on va commencer par ton parcours. Il t'inspire quoi ton parcours à ce jour? Je suis fière de moi, de la satisfaction et de la fierté en fait. Parce que, enfin surtout sur les dernières, sur la phase dans laquelle je suis depuis 7 ans, où c'est vrai qu'au départ, quand j'ai dit à ma famille que j'allais prendre un statut de micro-entreprise pour me lancer dans l'accompagnement des sportifs, etc., notamment des sportives, comme m'a dit mon père l'autre jour, au départ, fallait y croire, quoi, quand même, quoi. C'était pas, j'ai 3 enfants, j'en avais encore un à charge, je suis, donc seule. Seule avec un enfant, donc pas de se dire qu'il y avait à côté une sécurité, quoi. Donc c'était quand même un peu fou par rapport à ma vie personnelle. Et puis ça a été énormément d'obstination, d'heures de travail, Enfin bref, comme je dis, j'ai une expression qui me revient tout le temps. C'est réellement, j'ai gratté le sol avec mes doigts, quoi. Je venais d'un environnement où j'avais un beau carnet d'adresses, mais là, j'arrivais dans un nouveau où personne m'attendait, où j'avais quelques connaissances parce que, ayant toujours été une amoureuse de sport, j'avais quelques copains sportifs, donc j'avais quand même quelques repères, quelques personnes, mais j'étais très loin du compte et personne ne m'attendait. Il fallait faire ma place, il fallait acquérir une crédibilité. J'ai vraiment transpiré, quoi. Je mets ton expression, gratter le sol avec ses doigts. Je la connaissais pas, ça. C'est ce que je ressens, quoi. Donc du coup, si je te dis rendre possible l'impossible, quelque part, ça te parle. Oui, forcément, ça me parle. Disons que, évidemment, c'est toujours comme beaucoup de formules un peu simplistes dans le sens où, il y a des fois, oui, il y a des trucs qu'on voudrait rendre possible et ça ne l'est pas, hein, ça arrive, mais je pense que c'est ce vers quoi il faut tendre. Parce que, Sarah Ouramoun, déjà, personne ne voulait qu'elle aille aux Jeux. Si on avait dit qu'elle serait vice-championne olympique et qu'après elle deviendrait vice-présidente du comité olympique, qu'elle ferait une conférence à Harvard, qu'elle pitcherait à Lima dans les 7 derniers speakers avec Emmanuel Macron, Anne Hidalgo, Teddy Riner, etc. pour la candidature de Paris 2024. Enfin, si à l'époque, en 2015, on nous avait dit tout ça, on n'y aurait pas forcément cru, quoi, et on aurait eu tort, la preuve. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il faut, quand on a des convictions, quand on sait, moi dans mon métier, quand je suis face à un ou une athlète qui vient vers moi parce qu'il a besoin d'être accompagné, parce que il est peut-être encore jeune ou en début de carrière ou pas assez médiatisé ou peu importe. Moi, quand je sens que quelqu'un a quelque chose au fond de lui, ça donne envie d'y aller. Donc oui, il faut toujours évidemment y croire et jamais se dire que c'est pas possible. Ah ouais. C'est souvent les autres qui pensent que c'est impossible, hein, parce que au fond de nous, quand on a envie de rendre quelque chose de possible, on y croit, on y va, quoi. Mais c'est souvent le regard des autres qui fait que. C'est la base. Nous, on n'est pas habité à 100% par l'idée que ça va fonctionner, qu'on peut y arriver. Ça sert à rien. Il faut pas y aller parce que déjà, avec cette conviction-là, cette envie, cette énergie, cette force. Cette technicité aussi, hein, puisque je reste une communicante, donc toute ma carrière de communicante, même si je l'avais exercée au départ dans un autre environnement, forcément que les réflexes et les techniques sont les mêmes. Donc même avec tout ça, déjà, on n'est jamais sûr à 100% que ça va fonctionner. Donc si on a un doute, faut rester chez soi. Hein. Voilà. Si vous avez un doute, restez chez vous. Oui, c'est ça. Alors, on va parler de mental. Si tu devais définir ce mot, le mot mental, et puis avec tous les athlètes que tu as pu avoir la chance de côtoyer, de discuter, comment tu définirais ce mot? C'est quoi pour toi le mental et c'est quoi avoir un bon mental?
Ah bah le mental c'est le patron, hein. C'est très simple. Hein. C'est lui qui décide de tout, qui peut faire changer les choses d'un côté ou de l'autre. La force du mental, bon, moi, je crois, voilà, je suis pas une experte aux sciences scientifiques du terme, c'est-à-dire aujourd'hui, que ce soit, mais dans le sport de haut niveau, mais même, voilà, dans le monde de l'entreprise ou autre, c'est le mental qui fait la différence. Avoir un mental positif, un mental fort, être capable de, quand ça va pas, de switcher et d'avoir les déclics qui permettent de se remettre tout de suite en mode positif pour pas se laisser tirer vers le bas. Le mental c'est capital, c'est le patron, c'est tout quoi. On peut rien faire sans, et je suis évidemment convaincue que c'est ça qui fait toujours la différence. Et aujourd'hui évidemment chacune de mes clientes a un accompagnement mental, alors qui prend des formes un petit peu différentes en fonction de leur personnalité. Soit c'est des préparateurs mentaux au sens classique du terme, d'autres vont plutôt travailler avec des psys, d'autres avec des techniques d'énergie, de réflexologie, etc. Sophrologie, voilà. Mais elles ont toutes mis en place avec le temps cet accompagnement qui aujourd'hui dans le sport de haut niveau est incontournable. Totalement. Après, ce que tu dis, ce qui est important, c'est que dans le concept de l'accompagnement psychologique vers la performance, ce qui est important, c'est l'individualisation à chacun en fonction de ses besoins et de qui il est et d'où il vient. Ça, c'est la même chose hyper ne va important. pas marcher, Voilà, c'est avec le temps et en apprenant à se connaître que chacun peut mettre en place autour de lui les bons intervenants, quoi, les personnes qui vont être adaptées à elles. Bref, et voilà. Et la solution est forcément différente pour chacun. Ok. Et toi, Caroline, du coup, comment tu te prépares mentalement? Alors moi, évidemment, je vais pas me comparer à une sportive de haut niveau, mais ceci dit, quand on a un job, qui est quand même extrêmement demandant, c'est-à-dire il n'y a pas tellement de parfois de week-ends, de jours fériés, on travaille au rythme des compètes, des besoins des athlètes et tout, même pendant les vacances, on fait des petites piges tous les jours. Donc du coup, et par exemple l'année dernière, avant les Jeux Olympiques, je sais que depuis quelques mois, je savais que j'allais devoir avoir une charge de travail extrêmement forte avant, pendant et aussi après. Il se trouve que j'ai signé une nouvelle cliente après, plus celle qui avait été médaillée. Enfin bref, ça a été un moment où l'énergie est mise à mal, d'autant plus que il y avait eu l'année d'avant où les Jeux avaient été reportés et moi j'avais quasiment tout le travail de mise en place, tout le travail pré-olympique était quasiment fini, puisqu'ils ont été reportés. Je crois que c'était, on a eu l'info avril ou début mai, je sais plus. Donc bref, une grosse demande en termes d'énergie. Donc oui, moi aussi effectivement, je fais très attention à moi. Avant les Jeux, je faisais pas avant. Je vois une naturopathe 2 fois par an qui m'aide avec tout ce qui est plantes, compléments alimentaires, organisation, on va dire de mon assiette, pas du tout de régime, ça se saurait, mais je veux dire savoir manger les bons aliments à la bonne heure. Je fais un peu d'exercice, j'essaye que ce soit tous les jours, de faire un petit peu de sport tous les jours. Et puis après, moi j'ai aussi mes trucs à moi perso. Je vais voir une énergéticienne 2 fois par an. Je suis très branchée énergie. Voilà, ça c'est quelque chose qui résonne en moi et qui surtout me fait beaucoup de bien. Donc un petit peu de méditation. Enfin voilà, j'ai moi à mon niveau aussi autour de moi. J'ai des
des intervenants, enfin des gens que je vais voir aussi régulièrement et qui m'aident à rester en bonne santé, en forme, dans une bonne énergie. Alors attention, j'ai aussi mes moments de down, ça va pas toujours bien non plus, faut pas croire. Il y a des, comme tout le monde, il y a des jours qui sont un peu plus durs que d'autres. Mais voilà, globalement, je pense que pour bien prendre soin des autres, ce qui est mon boulot en fait, il faut savoir prendre soin de soi. Parce que si moi je suis pas en bon état, je peux pas être efficace auprès des gens que j'accompagne. Donc du coup, j'essaye de effectivement de prendre soin de moi le plus possible. Oui, t'as bien raison. Et puis comme tu le dis ici justement, prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres, c'est capital. Oui, sinon... On va parler de confiance en soi. Alors, est-ce que tu es quelqu'un qui a confiance et comment elle s'est construite ta confiance? Alors aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que oui, j'ai confiance en moi. La plupart du temps, oui, j'ai confiance. Mais c'est quelque chose qui s'est construit effectivement avec le temps, avec aussi les réussites qui arrivent. Quand il y a des réussites, effectivement, ça aide à renforcer cette confiance, même si à la base ça part de soi. C'est jamais l'extérieur qui est censé vous combler les trous que vous avez à l'intérieur, mais à partir du moment où vous êtes bien ancré, bien installé dans la vie, effectivement que avec le temps, quand vous mettez des choses en place et que vous voyez que ça fonctionne, et ça renforce ce sentiment de confiance en soi. Puis je crois aussi qu'il y a l'âge, quand on avance dans la vie, quand on a aussi vécu des épreuves. Moi, ça a été mon cas. Je vais pas ici raconter ma vie, mais à titre perso, tout n'a pas toujours été rose. Et j'ai eu un moment où j'ai fait une longue psychanalyse il y a longtemps. J'avais dans la trentaine, mais voilà, je crois que c'est la plus belle expérience de toute ma vie. Et voilà, et c'est tout ça petit à petit, quand on arrive à avancer dans la vie, qu'on se débarrasse de ces gamelles, de tous ces poids qu'on a aux pieds, et qu'on avance aussi vers dans un chemin où moi aujourd'hui j'arrive à vivre de ma passion pour le sport et la communication. Donc c'est quand même tout n'est pas toujours simple, mais globalement c'est quand même plutôt satisfaisant. Forcément que toutes ces choses là de jour en jour ça renforce le sentiment de confiance en soi. Et puis je dois aussi, moi, dans mon travail au quotidien, rassurer mes sportives, parfois ne pas leur dire certaines choses, en tout cas parce que je considère que là le moment n'est pas opportun. Donc je dois apprendre à beaucoup éponger, à prendre sur moi, à les rassurer, même si de leur dire t'inquiète, je gère, même si parfois je me demande comment je vais faire, je ne sais pas du tout. Donc je suis obligée d'avoir quand même cet aplomb. Et la confiance en soi, et forcément, il contribue énormément. Bon, après, parfois le soir, je suis quand même très fatiguée, mais bon. C'est une bonne fatigue si tu as réussi à trouver des solutions à toutes les problématiques. Oui, voilà. Après, ça marche pas toujours, mais globalement, ça va. Tu dis te donner le droit à l'erreur. Tu en penses quoi? C'est capital, les erreurs. Heureusement qu'on a le droit d'en faire. Il faut en faire. Moi-même, on en fait tous, et on se trompe. Et oui, se donner le droit à l'erreur, c'est juste se dire qu'on est juste des êtres humains, qu'on n'est pas des robots et qu'on n'a pas toujours. Ce serait très prétentieux de prétendre le contraire. On n'a pas toujours la bonne solution. On fait parfois des choix des fois on prend pas le bon chemin, on prend pas la bonne option, on se plante. Après, je veux dire, les erreurs, elles doivent être juste là pour nous aider à progresser chaque jour. C'est un peu un lieu commun, mais c'est la vérité. Voilà, quand quelque chose n'a pas fonctionné, le but c'est de se dire pourquoi ça n'a pas marché, de comprendre et de pouvoir faire différemment la fois d'après. Donc l'idée c'est de se tromper le moins souvent possible, mais il faut se tromper, c'est important. On va parler un peu du regard des autres. Est-ce que déjà, rien que de l'évoquer, ça te dit quelque chose? Oui, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle, forcément que le regard des autres, il compte.
il compte. Après, il y a le regard de ses proches, de sa famille, des gens qu'on aime, le regard des gens avec qui on travaille, le regard des fois moins bienveillant des gens qui vont t'envier ou te jalouser. Enfin voilà, ça c'est je dirais un grand classique. Mais oui, le regard des autres, il fait partie du quotidien. Il faut faire avec les regards qui sont plus ou moins bienveillants ou plus ou moins sympathiques. Et puis je pense s'accrocher aux regards bienveillants, et puis pour les regards moins bienveillants, il faut les laisser de côté. Tout à l'heure tu disais que tu avais du coup vécu une superbe aventure et qui continue encore avec Sarah, et que finalement personne n'y croyait vraiment. Comment vous avez fait pour y croire quand personne n'y croyait? Ça, en revanche, c'est assez difficile de répondre à cette question. Moi, j'ai toujours su, mais c'est du domaine de l'instinct. Je peux pas l'expliquer d'une façon très rationnelle, que Sarah, elle avait cette médaille-là en elle, quoi. Je savais que si elle allait au jeu, elle aurait une médaille. Je l'avais croisée quelques fois déjà sur des événements caritatifs que j'organisais dans mon ancien boulot, et c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Elle était venue, et elle m'avait, j'avais senti, pourtant toute petite, 1m57, discrète, pas forcément l'image qu'on se fait de la boxeuse, bon. Et j'avais senti que cette fille, elle avait un truc à part, et c'est pour ça que j'ai senti cette détermination, ce petit plus qu'elle avait, que je sais pas expliquer. Voilà. J'ai toujours su qu'elle avait une médaille en elle. Je sais pas comment je le savais, mais je le savais. Et donc, du coup, on s'est dit, allez, on y va, quoi. Si on essayait d'aller voir ce qui va se passer, quoi. Et voilà. Mais ça a été, une conviction partagée. Elle avait besoin d'être soutenue, elle avait besoin de quelqu'un. Moi, j'avais besoin de quelqu'un qui sans doute me mettre un coup de pied aux fesses pour enfin appeler l'URSSAF et prendre un statut, parce que j'avais aussi, je me disais, oui, mais personne n'attend après moi, mais ceci, mais cela. Enfin, je pense juste qu'on a eu besoin, qu'il n'y a pas de hasard, de toute façon, dans la vie, je crois assez peu au hasard, et je crois qu'on a eu besoin l'une de l'autre à un moment, et que elle m'a donné ce dont j'avais besoin à ce moment-là, et moi je pense et j'espère lui avoir donné ce dont elle avait besoin aussi à ce moment-là. Et puis voilà, et plus de le premier contrat avec elle date d'il y a plus de 7 ans maintenant. Je crois que je la connais depuis 9 ans, et ça fait plus de 7 ans qu'on travaille ensemble, et c'est toujours chouette, quoi. Voilà. T'as su suivre ton intuition, c'est souvent aussi ça, c'est important. Et oui, là, ça a été vraiment une histoire d'intuition. Moi, je fonctionne aussi beaucoup comme ça, et même encore maintenant, quand je ne suis pas mon intuition, parce qu'il y a des fois, au fond de moi, il y a la petite lumière qui me dit non, on n'y va pas, et moi, je me dis non, allez, sois un peu rationnel, quand même, et puis, à chaque fois, c'est quand même l'intuition qui a raison, quoi. Donc j'essaye, ça c'est un de mes axes d'amélioration aussi, de plus en plus, mais parfois on n'y arrive pas, malheureusement, mais de plus en plus d'essayer d'écouter mes intuitions, et en tout cas de leur laisser de la place, de pas les réfréner. Et voilà, et globalement, elles sont quand même toujours assez positives, quoi. Donc voilà. Mais là, oui, on était dans le domaine de l'intuition, oui, effectivement. Tu parles de positivité. Est-ce que tu mets en place des choses pour, comme tu disais, même quand tu es dans la difficulté, pour toujours rester positif dans ton quotidien? Oui, j'essaie. Alors, après, ça, c'est le travail que je fais notamment avec l'énergéticienne, en méditation, ce genre de choses, où quand je sens que ça va moins bien, j'essaye de comprendre pourquoi. Et voilà, de me poser un peu, de respirer, de savoir aussi, ça j'ai vraiment appris à le faire assez récemment, peut-être depuis 2 ans, savoir aussi certains jours ne pas s'acharner. Par exemple, tu vois, hier c'était pas terrible pour moi comme journée, j'étais crevée, y a rien qui allait droit, j'avais plus envie même de repartir quelques jours en vacances, la fin août, même ça me pesait. Alors je me dis voilà, franchement, je sais pas, j'ai eu un gros, et
Et donc en fait, à partir de 17h, 17h30, j'en avais ras-le-bol derrière l'ordi, j'étais tout gavée. Eh bien, au lieu de m'obstiner à travailler jusqu'à 19h, pour le principe de travailler jusqu'à 19h, eh ben à 17h, j'ai tout arrêté et j'ai fait autre chose. Totalement autre chose. J'ai mis mon téléphone en silencieux, j'ai fait des trucs à la maison, voilà, qui n'avaient absolument rien à voir avec mon travail. Je me suis mis tôt dans mon lit avec un bon bouquin, sachant que du coup, il était tellement tôt que j'allais pouvoir lire au moins pendant 3 ou 4 heures, en regardant en même temps une série, parce que bon, je suis une femme, donc je peux faire plusieurs choses à la fois. Désolée. Voilà, en fait, j'ai pris du temps pour moi. J'ai coupé. Je coupais tout le reste parce que je voyais que hier sur le boulot, j'étais bonne à rien, donc ça ne sert à rien. Et puis j'ai super bien dormi et aujourd'hui je suis en pleine forme et comme de par hasard, depuis là avant de t'avoir, en 2 heures de temps, j'ai plein de réponses que j'attendais sont tombées. J'ai eu une proposition pour un nouveau contrat. Bref. Tout va mieux aujourd'hui. Donc en fait, parfois, c'est vrai que c'est plus facile à faire quand on est à son compte parce qu'on est son propre patron, on n'a pas justifié sur ses horaires, sur quoi que ce soit. Mais voilà, savoir se dire bon allez tiens, cet après-midi, je suis bonne à rien. Au lieu de m'épuiser derrière l'ordi et d'être encore plus mal et tout. Cet après-midi, allez hop, là j'arrête, je vais chez le coiffeur, je vais faire un footing, je vais boire un verre avec une copine, je fais autre chose, je m'aère, et puis demain ça ira mieux. Et ça, d'arriver à s'autoriser ces permissions-là, une fois qu'on a compris qu'en fait c'est pas le temps de travail qui compte, mais la qualité, et que il faut savoir parfois sur une journée, pendant 2 ou 3 heures, faire autre chose pour pouvoir être plus efficace le lendemain. Et c'est tout bénef. T'as bien raison, il faut savoir couper de temps en temps et lâcher prise pour aller faire autre chose et mieux y revenir après. Est-ce que tu as des trucs pour te motiver au quotidien? Pas vraiment. Non, on va dire que quand j'ai un coup de flemme, bon, ce qui arrive rarement, hein, en fait, globalement, c'est pour ça que j'ai peut-être pas forcément de trucs. Je me concentre sur le prochain objectif sympathique, quoi, qu'il soit personnel ou professionnel, en me disant bon, allez, ok, là, aujourd'hui, c'est pas terrible. Mais pense que, je sais pas, ce soir, t'as tel dîner, ou ce week-end, tu vas voir un tel, ou la semaine prochaine, il y a telle compète, purée, c'est trop bien, si elle fait un podium, si ceci, voilà. J'essaye, quand j'ai un petit coup de mou, de penser à quelque chose de positif, quelque chose qui me fait envie, qui m'excite, qui me fait plaisir. Alors, je suppose que tu as déjà connu un peu de pression, un peu de stress, certainement. Comment tu fais pour la gérer au mieux? Alors ça, c'est pareil, hein, tout au long d'une carrière, c'est quelque chose qui est très évolutif. Voilà, déjà après, il y a des histoires de tempérament, hein, où parfois, je pense qu'on n'est pas forcément tous équipés de la même façon pour tenir la barre en cas de tempête. Mais effectivement, avec le temps, avec l'expérience, je crois que l'expérience aussi c'est très important quand on a été confronté à des situations qui souvent sont des situations qui peuvent un petit peu se répéter, même si c'est pas dans la même entreprise, le même contexte. Tu vois, il y a des types de réactions, des types de personnalités, etc. Qu'on est face à des situations un petit peu compliquées. Le fait d'avoir de l'expérience, d'être capable de prendre du recul sur la situation aide énormément à passer ces moments de stress et de pression, et toujours garder une chose en tête, garder toujours son objectif en tête. C'est-à-dire, on se dit, voilà, là, ok, il y a un peu une sortie de virage compliquée, là, je suis en difficulté pendant quelques temps et tout, c'est assez désagréable à vivre. Bon, ça fait partie du travail, c'est comme ça, on va le gérer, et puis, mais derrière, je garde quand même mon objectif. Voilà, en gros, c'est les grandes lignes. Après, effectivement, il peut y avoir des situations qui parfois peuvent être un petit peu douloureuses, mais en tout cas, faut faire en sorte d'en avoir le moins possible, parce que on n'est pas non plus dans le boulot pour en baver. Donc il faut essayer de garder
garder son calme et d'attendre que l'orage passe. Petite dernière, avant de clôturer cet épisode. Pour avoir une force mentale, on dit souvent qu'il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses? Bah oui, de ne rien lâcher. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Pour moi, la limite, elle est dans l'obstination inutile. C'est-à-dire que il faut faire la différence entre tout donner pour au service d'une cause ou d'une personne en laquelle on croit, et quand on est convaincu intimement que c'est ça et pas autre chose, on doit aller au bout du bout. Là où parfois il faut savoir se dire bon, ok, en revanche là je vais lâcher l'affaire parce que je m'obstine sur quelque chose qui finalement n'est peut-être pas capital, et c'est pas grave si ça j'y arrive pas, et il faut pas que ce soit l'ego qui prenne le dessus et s'user parce que du coup s'user en vain, quoi, s'user parce que à un moment on n'arrive pas à reconnaître que peut-être qu'on s'est trompé et peut-être que ça on va pas y arriver, etc. Donc oui, ne jamais rien lâcher, mais être capable de lâcher quand ce n'est plus ça devient de l'obstination. Voilà, pas être obstiné négativement. À un moment, parfois il faut savoir se dire bon, ok, là en revanche ça sert à rien, donc je lâche ça pour me remettre sur un autre challenge, et je dépense pas mon énergie inutilement. Voilà, c'est juste le petit bémol où se dire voilà, on ne lâche jamais rien, et ça c'est mon credo au quotidien. En revanche, avoir l'intelligence de lâcher, il y a une citation, je sais plus trop, je pourrais pas la reciter parfaitement dans le texte, et je vais pas même donner son auteur parce que là j'ai un doute entre les deux, mais en gros je crois que c'est Napoléon. Bon, allez, tant pis si c'est pas ça, mais il faut mener les batailles que l'on pense pouvoir gagner. Merci beaucoup Caroline pour cette belle interview. J'ai pour tradition de laisser le mot de la fin à mon invité, et si tu veux mettre en valeur une association caritative que tu suis ou des actions que tu es en train de mener, écoute, je t'invite à le faire pour clôturer le podcast. Si on a besoin de te joindre, n'hésite pas à nous laisser aussi les endroits où on peut te suivre et te contacter. Alors tout d'abord, Sébastien, c'est moi qui souhaite vraiment te remercier pour cet échange qui a été très agréable. C'est bien d'avoir des fois des moments où on peut avoir le temps de répondre sans être contraint par la forme ou le nombre de caractères. Donc ça, c'était très agréable. Comme tu l'as compris, et les gens qui vont écouter ont compris, je suis une grande bavarde et j'adore parler, papoter, etc. Donc déjà merci pour ça, et de m'avoir permis de pouvoir mettre en valeur les sportives que j'accompagne. Donc ça, c'est la première chose. Après, pour me suivre sur les réseaux sociaux, c'est très facile. Je suis partout sous mon nom. Il n'y a pas de pseudo ou autre. Donc présente sur Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram forcément. Bon, TikTok aussi et Snapchat, mais ça c'est plutôt pour suivre ce que font mes enfants. C'est moins pro, on va dire. Et puis après, alors une association, c'est toujours assez compliqué parce que via les différentes personnalités que j'accompagne, je suis amenée à avoir des liens avec beaucoup d'associations, mais du coup je vais faire simple, je vais juste dire un petit mot pour la dernière avec laquelle j'ai travaillé. C'était sur le Tour de France où Sarah Ouramoun et Charlotte Lambert ont participé à cette activation-là, donc sur une étape du Tour de France. C'est Mécénat Chirurgie Cardiaque qui est présent sur le Tour depuis des années. Je crois que alors ils font pas que ça, mais là je parle du Tour de France parce que c'est dans mon domaine. Je crois que grâce à leur participation au Tour, il y a déjà plus de 300 enfants qui ont pu être opérés. L'objet de cette association est de faire venir des enfants de l'étranger, d'Afrique, mais pas que, qui souffrent de pathologies cardiaques et qui mourraient si jamais ils pouvaient pas bénéficier d'une opération en France. Et donc avec un réseau de familles d'accueil qui accueillent les enfants pour qu'ils puissent être opérés et repartir dans leur famille en bonne santé. Donc je trouve que c'est une très belle cause qui est soutenue par plusieurs sportifs et donc c'est une cause qui me touche beaucoup, donc je leur fais un clin d'œil. Merci beaucoup Caroline pour cette interview, et puis que je te souhaite en tout cas plein de réussite dans tous tes projets, et beaucoup de réussite aussi à tous les athlètes
féminine et masculin en tout cas dans les futures compétitions qu'ils auront à mener dans l'avenir, et notamment les JO 2024. À très vite et bonne fin de journée. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que cet épisode t'a certainement plu. Alors, merci d'abord pour ton écoute et ta fidélité. Et pour te remercier, je t'offre un cadeau. 30 minutes de coaching avec moi pour t'aider sur le sujet que tu souhaites. Pour obtenir ton cadeau, laisse un avis et un commentaire sur Apple Podcast via iTunes et fais une copie d'écran, tu me l'envoies, je te la partage dans la foulée sur mes réseaux sociaux et je te contacte également pour que tu me parles de ton mental. Bye bye à toutes et à tous, on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode.